Alors, allô tout le monde! Bonjour Caroline. Salut Isabelle! Bonjour à vous tous. Oh là 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 là! J'ai beaucoup trop d'énergie. T'as trop d'énergie aujourd'hui, oh my god. Ouais, puis j'aime ça parce Ouais. qu'à chaque fois que je suis avec toi, Ouais. ben ça m'arrive assez régulièrement, mais à chaque fois que je suis avec toi, c'est toujours ça mon... Un boost d'énergie, on se booste mutuellement. C'est vrai, Ouais. puis ça déborde, là, tu sais, parce qu'il faut se le dire quand on est dans ces phases-là. C'est le printemps, c'est peut-être ça aussi, là, mais je sais pas si toi tu te sens comme ça, là, mais mon Dieu, qu'on dirait qu'on respire, qu'on... Ça fait du bien. Oh, il me semble que c'est Bon, plus elle léger. dit ça, mais on a eu du verglas il y a quelques jours, il y a eu de la neige ce matin. Mais c'est pas grave. Pour nous, Québécois, là, Ouais. dès que ça commence à fondre, là, on est excités. Le changement d'heure, surtout! Oui, c'est vrai, on a changé Il d'heure. fait noir beaucoup plus Ouais, tard. c'est vrai, Fait ça fait du bien. oh mon Dieu, mon cœur est rempli. Comme là, on peut tourner un petit peu plus tard, puis il fera pas noir. Non. Fait que ça aussi, Ouais. c'est le fun. Je suis tellement contente d'être encore avec toi aujourd'hui. Je pense que c'est ça le boost à chaque fois que je suis avec toi. On arrive, on discute un peu Ouais. avant, puis Oui. c'est drôle, on a souvent les mêmes idées, Oui, sans complètement. savoir partager rien. Oui, de quoi on va parler cette semaine? Ah, ben tiens, moi j'ai pensé à ça. Toi aussi. Ah oui, bon, super. Ouais, fait que ça, là, c'est-tu beau? Je faisais ça justement comme image à Isabelle tantôt quand je suis arrivée. J'ai dit, je suis sûre que ton sujet, il va être parfaitement combiné avec le mien. Puis en fait, on parlait de la même chose, mais Oui. pas avec les mêmes mots. Exactement. C'est ce qu'on va vous proposer comme sujet pour aujourd'hui. Comme c'est la majorité du temps aussi. Oui. On parle des mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots. Ben, c'est intéressant. Sinon, pourquoi on serait ensemble? C'est ça l'intérêt. Puis pas avec le même niveau Oui, de compréhension. d'expérience. Là, arrête d'utiliser mes mots. On est trop synchro. On est beaucoup trop Oh synchronisés. là là. Donc aujourd'hui, on se rapproche d'un sujet qu'on vous apporte petit peu par petit peu parce qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur entre nos épisodes pour que justement ça soit plus facile d'arriver à certains sujets. Là, que je vous dirai pas tout de suite parce qu'on va garder le suspense pour le prochain épisode, pour le prochain sujet, mais on va mettre la table aujourd'hui pour pouvoir faciliter la compréhension de l'épisode qui va suivre, celui-ci. Alors, elle dit toujours ça va suivre, mais ça ne suit pas nécessairement toujours. Mais c'est pas grave, c'est pas des sujets intéressants. Mais on se rapproche On toujours. se rapproche. On se rapproche toujours de notre... Moi, je sais pas encore de quoi, mais on se rapproche. On a toujours dit que c'était pas l'aboutissement qui compte, hein, c'est le chemin pour se rendre. Exactement. Hein. Donc, on est content d'être sur le chemin. Nous, on sent qu'on est sur le On chemin. est sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. On Je est- vous souhaite. Oui. Donc, aujourd'hui, comment tu dirais que tu voudrais qu'on commence par aborder ce sujet-là? Parce qu'on a quand même parlé de deux choses très importantes dans le dernier podcast, Oui. qui étaient comme les mots, l'importance de nos mots, toi qui es la grande dame de la PNL, à travers le continent, hein, le pays, la planète. Je suis partie de petit à gros. Puis d'ailleurs, ça me tente de le dire parce que je trouve ça tellement flatteur pour toi, puis je sais même pas si t'es au courant. Parce que je te l'ai pas demandé. D'accord, bon. Mais Marisol Michaud, la fille qui écrit les livres T'es pas game, puis qui est une coach, je sais pas si tu l'as eu comme étudiante ou pas, mais elle t'a mis en référence dans ses livres. Ah, cool. Super. Ben, Puis là- merci beaucoup à toi. Puis elle, ben, elle est tellement tu sais, connue, puis Oui. c'est tellement un beau mouvement qu'elle est en train de partir avec le coaching, justement. Oui. Puis c'est de l'hypnose, de la PNL, un peu de ta recette, de ce qui te passionne toi. Puis là, ben, je lisais son livre récemment, puis je me suis dit, ah, wow, c'est tellement beau comment qu'elle apporte le coaching, tu sais, ça ressemble à ce que j'ai appris, puis tout ça. Puis à la fin, il était marqué référence Isabelle David, Wow. avec ton livre que tu avais écrit. Mhm. Alors, j'en ai écrit plusieurs, mais Oui. des mots et des phrases qui transforment, la PNL appliquée à l'éducation. Mais il y a aussi être au cœur de la PNL. Fait que je trouvais La ça PNL. comme tellement, comme un petit clin d'œil de l'univers que j'ai fini, puis là j'ai lu, j'ai fait, Cool. Ben, merci de m'avoir référé et merci à toutes les personnes qui me réfèrent aussi en même temps. ouais, je trouvais que ça valait la peine de le souligner, j'étais comme Oui. fière que tu sois nommée dans... Ah, c'est toujours agréable Ouais. d'avoir cette reconnaissance et appréciation. D'ailleurs, vous savez peut-être pas, vous allez dire, ouais, on appelle la grande dame de la PNL. En fait, c'est mes étudiants
dans tous les pays du monde, mais qui ont utilisé cette expression par rapport à moi. Donc, je trouve que c'est joli, c'est mignon, c'est affectueux aussi. Et puis, pour eux, ça démarque mes connaissances et mes compétences dans le domaine de la PNL. Ouais, fait que j'étais comme... Parce que moi, j'aime quand que les autres brillent et tout ça, fait que j'étais comme « Oh, wow, faut que je dise! » Puis là, ben, tu vois, ça vient de Est-ce que je me... brille, là? Ça vient de me popper à l'esprit qu'il fallait que je te le dise. Fait que je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui disent « Oui, c'est vrai, moi aussi, j'aurais aimé ça la remercier ou lui dire que je l'ai vu à telle place ou qu'on me l'a référé ou, tu sais. » Fait que, au nom de tous ces gens-là... c'est beau. Merci. C'est ma journée de reconnaissance. C'est merveilleux. Non, mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. C'est toujours le fun. Moi, j'étais comme, wow, tu sais, c'est tellement d'actualité. C'est ça que je veux dire. C'est une jeune, c'est d'actualité. C'est pour les ados aussi, les adultes. Puis t'es là, tu sais, mentionné. Fait que je trouvais ça magnifique. T'es en train de dire que je suis pas un vieux crouton, c'est ça que tu veux dire. T'es encore d'actualité. Je suis encore d'actualité, oui. Bon, on t'a pas oublié. Non, on m'oublie pas. Non, on s'organise pour qu'on n'oublie pas non plus, hein. C'est sûr. Je trouvais ça vraiment beau de te le souligner parce que je trouvais que tu le mérites puis que, wow, t'es encore au goût du jour. Ah, cool. Mais moi, je pense que ce que tu racontes, ça va très, très bien aller avec notre discours d'aujourd'hui. Oui. Je vais faire le pont. Ouais. Là, tu es en train de me faire un beau compliment. Oui. Puis un partage fantastique par rapport au travail que je fais, mais aussi les autres personnes qui font un travail un peu connexe, que j'ai connu ou pas, parce que quand on parle d'être dans un milieu professionnel, comme là on parle de programmation neurolinguistique ou on parle de coaching, même si on ne se connaît pas, on fait partie d'un même cercle, comme d'un groupe, comme d'une famille, si on le met à différents niveaux. Et l'impact de un a un impact sur l'autre quand il y a des affinités. Comme là, par exemple, cette personne que tu as nommée, qui est connue pour ce qu'elle fait, il y a comme une reconnaissance mutuelle quand on est dans un domaine similaire. Et j'ai dû, inconsciemment, ou peut-être consciemment, ou les deux, faire cette demande à l'univers d'avoir cette possibilité, d'avoir cette appréciation ou reconnaissance, pas que pour moi, même si je l'apprécie énormément, mais pour dire que chacun d'entre nous, ça fait du bien d'être reconnu, mais ça fait du bien de se reconnaître soi-même. Ouais. Et très souvent, on ne peut pas être reconnu du monde extérieur si on ne reconnaît pas qui on est à l'intérieur. Donc, si moi, je ne serais pas capable de dire, ben oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'expertise là-dedans, j'ai écrit sur le sujet, je suis connue mondialement pour ça, donc j'apprécie que quelqu'un parle de ça aussi, par référence, comme respect aussi du travail qui a déjà été fait par les autres. Si moi, je ne serais pas capable d'accepter ça, j'aurais été très mal à l'aise que tu me parles de ça. Oui. Même devant tout le monde, en fait. C'est comme, oh non, elle me cacher. Oui, mais c'est pour ça que c'est beau, parce que, comment je dirais ça, des fois, je sais comment tu es, puis quand c'est dans l'ego, je sais que tu vas pas là, valoriser les autres pour gonfler leur ego et tout. Fait que c'est pour ça que je voulais te le partager plus avec mon cœur, puis je savais que tu allais bien le recevoir, parce que effectivement, tu as travaillé pour ça, tu as construit, tu l'incarnes, je veux dire, c'est à travers toutes tes cellules et ton ADN, c'est qui tu es en fin de compte. Donc c'est pour ça que je crois que c'est facile pour toi de le recevoir, parce que, comme tu as dit, tu le sais toi, tu le reconnais qui tu es, même si c'est une dimension qui peut faire peur à plusieurs. Donc, moi, c'est la question que j'ai pour les gens qui nous écoutent. Et puis j'ai écrit des notes par rapport à ça. Qu'est-ce que vous reconnaissez chez vous? Et dans ma question, il y a deux choses importantes. Qu'est-ce que vous reconnaissez chez vous qui vient de qui vous êtes? Mais aussi, qu'est-ce que vous reconnaissez chez vous qui vient de vos liens transgénérationnels, de vos ancêtres, de vos aïeux? Ou qu'est-ce que vous reconnaissez chez vous, qui vous plaît des fois plus ou moins, qui vient aussi de votre famille ou vos parents? Parce que, en fait, une des choses que beaucoup de gens ne réalisent pas, parce qu'on pense que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est nous,
Non, on a tellement de programmation et tellement inconsciente que ça se déclenche puis on s'en rend même pas compte. Donc, quand on voulait parler, parce qu'on avait déjà commencé à parler de la mission de vie, beaucoup de choses, avec Caroline, on a dit oui, mais c'est bien beau de parler de la mission et c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la raison pour laquelle je suis venue sur Terre, bien sûr, mais dans les raisons pour lesquelles je suis venue sur Terre, il y a, comme là, faire partie d'un clan. Comme là, par exemple, on parlait du milieu de la PNL, du milieu du coaching, c'est l'équivalent d'une famille. Mais quand on fait partie d'une famille, on vit avec les règles de la famille, on vit avec les ententes de la famille. Oui, on peut être le petit mouton noir de temps en temps, c'est vrai, le vilain petit canard, mais qui devient un signe, il est quand même magnifique en bout de ligne. On peut être beaucoup de choses, mais les gens ont de la difficulté à saisir qu'il y a une bonne partie de qui vous êtes qui font que reproduire des schémas qu'on vous a éduqués, qu'on vous a enseignés, qui ne sont pas nécessairement qui vous êtes. Et en plus, qui peuvent peut-être même carrément vous déranger. Surtout quand on parle de l'art transgénérationnel, on va y revenir tout de suite là, dans cet épisode. Je trouve ça tellement important, puis tu as plein d'exemples toi aussi de ça. Parce que ça, c'est les générations qui sont avant nous, donc ascendantes, mais qui vont avoir un impact sur nous, mais aussi les descendants. Donc ça, c'est tellement important parce que ça veut dire, prenons conscience aujourd'hui de ce qu'on transmet à nos enfants. Et est-ce que j'ai envie de leur transmettre ce genre de choses ou pas? Ouais. Puis c'est toutes les ententes, en fait. C'est parce que avant de s'incarner, qu'on est de l'autre côté à faire préparation prénatale, on a déjà parlé de ça, on prépare notre venue sur Terre, on va choisir les parents. Bon, ça, on en a déjà parlé. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes fait à l'idée maintenant. Qu'on les a choisis. Bon. Mais ce que les gens ne pensent pas, c'est qu'on n'a pas choisi que nos parents. On a choisi aussi nos grands-parents. Et si on est adopté, on a choisi nos parents biologiques, mais on a choisi nos parents adoptifs, en plus. Donc, ça fait du monde, là. Et si on les a choisis, c'est parce qu'ils avaient, dans leur expérience de vie, quelque chose soit à nous donner, à nous apprendre. Il n'y a pas que des trucs difficiles ou compliqués, là. Des fois, j'ai peut-être un arrière-grand-père qui était maçon, puis il faisait des choses magnifiques. Et moi, dans cette vie-ci, j'ai envie d'être manuel. Puis je dis, oh, wow, je vais revenir, puis je vais pouvoir développer ces compétences qui sont acquises quelque part, par la famille. Donc, on revient sur Terre avec du plus, des lignées qu'on choisit, mais on revient des fois avec, puis là, je vais le faire avec mes épaules, là, avec oui, une lourdeur. Donc, regarde les deux côtés. Mais ça peut être comme ça aussi, parce que c'est tellement lourd qu'il faut que tu le tiennes. Ça fait beaucoup de tension dans le cou. Ça fait des tensions, oui, ça fait vraiment beaucoup de tension. Oui, donc c'était, moi, les choses que j'avais envie de parler avec vous aussi aujourd'hui. Puis aussi, sûrement quelques générations un petit peu plus ascendantes aussi que nos grands-parents. Alors, selon les spécialistes en psychogénéalogie, on remonterait dans une vie à des encodages de 7 générations précédentes. Donc, je ne sais pas si vous savez, une génération, juste pour vous le dire, d'après les recherches là-dessus, c'est entre 25 et 35 ans. Donc, si on dit 7 générations, une moyenne de 30 ans, on est dans 210 ans. C'est quand même quelque chose, là. 210 ans avant vous, vous êtes encore impacté ou influencé par des choses non résolues par la famille, par des forces qu'ils ont eues, par des secrets de famille qui ont été vécus, par toutes sortes de choses. Oui. Puis ça, je peux pas m'empêcher de te poser la question tout de suite d'emblée, comme ça, à froid, parce que je l'entends. C'est comment qu'on arrive à cette étape-là de notre vie de faire comme, est-ce que c'est moi, ça? T'sais? C'est ça, très bonne question. Comment qu'on fait pour allumer là-dessus? Parce qu'on peut vivre toute une vie comme ça sans voir ça. Oui, ben, très souvent on le voit pas. C'est vrai, très souvent on le voit pas. Mais des fois les gens vont nous dire, ah, mais tu fais comme ta mère. As-tu remarqué, tu réagis comme ton père? Donc, des fois, t'es comme ta grand-mère. T'es comme ta grand-mère, oui. Nos parents, des fois, vont nous dire ça. Ah, t'es comme ma mère. Ou tu me fais penser à ma tante, tu sais... Ça peut arriver, là, tu sais, des références là, complètement éclectiques dans l'arbre. Exactement. Après, on peut être porteur physiquement d'une caractéristique d'un ancêtre. On peut avoir une marque, une cicatrice. Comme par exemple, dans mon cas, là, vous ne le voyez pas.
parce que mes dents sont très bien maintenant. Mais je suis venue au monde avec ce qu'on appelle une dent de riz. C'est une petite dent toute seule. J'ai fait mettre un petit truc par-dessus, évidemment, côté esthétisme. Et ça, c'était la même chose au niveau génétique que mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, comme une connexion génétique. Donc, une connexion de potentiel, choses vécues, similaires. Parce que c'est un rappel. C'est un rappel de quelque chose de vécu par la famille. Ouais. Donc, on peut avoir physiquement, t'as les mêmes yeux que ma tante, une telle. Ou bien, t'as les cheveux, la couleur exactement comme ton arrière-arrière-grand-mère. Et puis, si on a ces petits traits-là, c'est-tu signe qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans? D'après toi, je sais pas, je fais... D'après vous, ça vaudrait-il la peine d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec ce trait physique ou... hein? Ben moi, je trouve ça intéressant de l'explorer parce que c'est pas uniquement négatif, je reviens là-dessus. Ouais. Je peux avoir les mêmes cheveux que mon arrière-arrière-grand-mère, puis tout le monde trouvait que ses cheveux étaient magnifiques. Et puis j'ai les mêmes cheveux parce que moi, peut-être que dans une autre vie, je me suis dévalorisée et que esthétiquement parlant, je me trouvais moins jolie et que j'avais besoin d'une force, d'une ressource additionnelle pour me sentir bien, disons féminine dans cette vie-ci ou plus appréciée, par exemple. Donc, c'est pas toujours un rappel de j'ai la même couleur de cheveux qu'elle parce que elle a vécu la famine en Irlande, parce que je pense aux cheveux roux comme dans ton cas ou aussi avec tes enfants. Donc, c'est ça qui me vient. Ouais. Donc, on a vécu la famine. Donc, j'ai la même couleur de cheveux. Ça me fait penser à mes origines. Puis, ça a été difficile à l'époque. Puis, il y en a beaucoup qui sont morts. Parce qu'en fait, c'est quel va être le souvenir, la mémoire qui vient avec le signe. Donc, là, on parle de signe physique, mais des fois, c'est pas physique. Ouais. Des fois, c'est émotionnel. Tu sais, par exemple, dans la lignée de mon grand-père, on va dire d'un côté paternel, on va dire, parce qu'il y a les deux côtés, les hommes ont de la difficulté à accepter de parler d'amour, de parler de ce qu'ils vivent, de leurs émotions, par exemple. Et ça peut générer, exemple, comme de la colère ou de la frustration chez eux. Donc, vous pouvez être porteur d'une émotion et dire, mais comment ça se fait dans cette vie-ci? Je suis toujours en colère. Je pense à un de mes clients, il s'en voulait d'être souvent en colère, puis il dit, pourtant, je veux tellement pas ça. Puis ça, on le voit beaucoup. Oui, on le voit beaucoup. Que je t'interromps parce vas-y. Oh là là! Mais on en a tellement exploré en étant à ton école, des situations comme ça, de l'émotion qui nous appartient pas nécessairement. Exactement, mais on ne sait pas que ça nous appartient pas parce que c'est nous qui le vivons. C'est très difficile. C'est dur de s'en rendre compte. Comment ça peut pas être à nous quand c'est nous qui le vivons? Oui. C'est dur pour le mental de comprendre ça, tu sais. Est-ce que vous avez déjà, vous, porté la veste, la blouse, le t-shirt de quelqu'un d'autre? Ben, surtout si vous avez des frères et des sœurs, il y a des grandes chances que vous l'avez fait. Ou si vous avez des copains et des copines, vous êtes peut-être échangé des choses de temps en temps. Donc, c'est naturel de porter les émotions des autres. C'est aussi naturel que prendre le chandail de quelqu'un d'autre ou la veste de quelqu'un d'autre parce qu'elle nous plaît, parce qu'elle nous va bien ou parce qu'on a froid. Mais il y a des raisons en arrière et c'est ça que tu voulais savoir. Il y a des raisons en arrière. C'est-à-dire, je ne me mettrai pas en colère juste pour le plaisir de me mettre en colère. Si c'est un transgénérationnel, ça veut dire que j'ai une entente avec des ancêtres qui ont vécu cette émotion-là, mais qui n'ont peut-être pas pu la transmuter, qui n'ont peut-être pas pu la libérer, et ou que moi, dans mes autres vies, j'ai eu aussi des fragilités avec cette émotion-là, et je l'ai choisie parce que je sais que dans la famille, il y aura des choses à faire et à travailler avec cette émotion précise. Oui. Ouais. Donc, des fois, c'est pour eux. Comme exemple, une petite classique, la colère, parce que l'autre personne n'a pas été capable de mettre ses limites. Oui. Et là, on revient, ou soi-même. Oui, ou soi-même, oui. Et on revient jusqu'à temps qu'on soit capable de s'améliorer. S'améliorer, dire ce qu'on veut pas, comment on le veut, puis laisser aller certaines personnes peut-être. Oui, puis bien se positionner. Prendre notre place, qu'on avait parlé la dernière fois. Exactement.
Donc, c'est sûr que ce fait d'être porteur, en plus d'imaginer, parce que c'est quand même quelque chose, 7 générations, tu sais, c'est quand même quelque chose sincèrement. Surtout qu'on ne se raconte pas les 7 générations précédentes si fréquemment que ça de nos jours. On ne vit pas avec nos grands-parents, ni avec les arrière-grands-parents. Il y a comme, ici au Québec, il y a comme cette coupure-là de génération en génération, du bagage, de l'histoire. C'est plus comme c'était avant. Hein? Avant, même chez nous au Québec, tu le sais, hein? On avait des rencontres familiales. Mon Dieu, ils louaient des grandes salles tellement qu'il y avait du monde. Les petits, en plus, on avait des grandes familles. Là. C'est quoi, des dizaines d'enfants. Là. Des fois, c'était même plus que ça. J'aimerais vous donner un exemple de ce transgénérationnel-là. Et puis, je sais que toi, tu en as vécu beaucoup avec ta clientèle. C'est qu'on veut vraiment partager ça avec vous aujourd'hui. J'avais une de mes clientes. Pendant longtemps, ça n'a pas été un souci pour elle, mais elle avait un comportement qui était exagéré, qui est dans son cas, faire du couponing. Donc, le couponing, nous ici, on connaît bien ça. Donc, tu veux peut-être en parler? C'est quoi? Tu veux expliquer aux gens c'est quoi le couponing? Pour les rabais, les coupons pour les rabais. Accumuler les coupons de rabais dans divers commerces pour... Pour avoir des ristournes, des sauver rabais, de l'argent. Sauver de l'argent. Économiser. Exactement. Donc, nous, on a les petits fascicules. Là. Chaque semaine, on sait tel endroit, ils font tel rabais, c'est tel spéciaux. Donc, les gens découpaient les petits coupons. Et elle avait des sacs spécialisés, elle les classait. Écoute, c'est un travail, là. C'est un travail à temps plein, presque. Là. Il y avait même eu une émission là-dessus. Oui, il y avait des émissions là-dessus. Aux États-Unis, je pense, ils se donnaient leurs trucs parce que tu peux devenir vraiment intelligent là-dedans. Ah, écoute, tu peux faire des belles économies puis ramasser beaucoup de choses pour d'autres personnes aussi. Oui. Parce que des fois, on a des économies, des rabais, mais des fois, on a des choses gratuites. Oui. Donc, pour elle, c'était pas un problème parce qu'elle sauvait de l'argent. Mais ce qu'elle avait fait, c'est que son sous-sol, nous, au Canada, on a beaucoup de sous-sols. En Europe et autres, vous avez des greniers. Nous, c'est souvent des sous-sols. Donc, son sous-sol, elle avait mis des tablettes un peu partout. Ça ressemblait à un bunker. Magasin, hein? Un magasin. Moi, j'aurais dit un bunker, tu vois. Aussi. Donc, en tant que guerre, là, mais un magasin. Donc, plein de tablettes. Et puis, il y avait, je vous mens pas, là, il peut y avoir 15 dentifrices d'avance. Tellement d'avance qu'il risque de ne plus être bon avant qu'on les utilise. Exact. Ah oui, il faut que tu trouves des gens à donner ça, là. Bon, mais elle ne voulait pas les donner, là. C'était pas ça. Donc, elle les gardait. Donc, pendant longtemps, ça ne la dérangeait pas. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais à un moment donné, son mari m'a dit... Elle s'est demandé d'où ça venait, cette obsession de... Elle, pas du tout. Non. C'est venu de son mari. Parce que souvent, ça vient des gens autour. Parce que la question que tu avais, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on a un transgénérationnel? Oui, qu'il y a quelque chose qu'on fait, mais qui ne vient pas de nous. Non. Exactement. Donc, c'est venu de son mari. Son mari, il a dit, enfin, il m'a dit à moi, il dit, tant que c'était au sous-sol, ça allait encore, mais elle a commencé à monter ça dans le salon. Hop là! Alors, il a explosé. Il dit, oh non, là, tu m'envahiras pas, là, avec tes affaires à toi, là. Puis il y en a qui nous écoutent qui vivent peut-être ça eux-mêmes, hein? Parce que moi, j'en connais, hein? Oui. Fait que peut-être qu'ils savent même pas que c'est peut-être pas à eux que ça appartient, tout ça. Donc, en fait, je vais poser quelques questions, parce que c'est avec quelques questions qu'on va le savoir. Oui. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Oui. Et dans son cas, ça lui apportait des rabais financiers. Donc, simplement parlant, on fait beaucoup avec peu. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut faire beaucoup. Et dans beaucoup de familles qui ont vécu la guerre, des familles québécoises aussi, on fait beaucoup avec peu parce qu'on est cultivateur, on a une terre, on a nos animaux, on a plein d'enfants. Tu sais, ils avaient vraiment beaucoup d'enfants ici à l'époque. Oui. Donc, on ne perd rien quand on a notre jardin, là, tu sais, ou surtout quand on a des grandes familles comme ici au Canada. Donc, les gens montrent des habitudes. Et elle, juste la façon qu'elle me l'expliquait dans son habitude, qui était, je fais beaucoup pour la famille, mais ça ne coûte rien à la famille. Donc là, moi, j'entendais par expérience, parce que j'ai plein d'autres personnes qui m'ont raconté des histoires. Par expérience, j'entendais, traditionnellement parlant, des expériences que des ancêtres auraient pu vivre. Puis, comme si elle vivait dans ce temps-là. Comme elle vivait dans ce temps-là. Oui, elle fait beaucoup avec peu. Ouais. Elle fait beaucoup avec peu, puis elle n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Parce que souvent, les cultivateurs n'avaient pas beaucoup d'argent. Et d'autres, je parle des cultivateurs parce que mon grand-papa était cultivateur. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Puis il avait 6 filles, c'était dans le temps de la guerre, ils n'avaient pas grand-chose.
Puis en plus, il y avait la générosité de faire des paquets de viande et autres pour envoyer à la famille. Donc, puis ils n'avaient déjà pas grand-chose eux-mêmes. Donc, j'ai posé quelques questions, juste pour vérifier ce comportement-là, quel lien elle faisait. Et puis après, une fois qu'elle m'a dit, je fais beaucoup avec très peu. Et là, je lui ai demandé, c'était comment dans ta famille? Elle dit, ah oui, toute ma famille, ils font tous des miracles. Oh, ils font des miracles. Chez nous, on n'a jamais été riches, mais on a fait des miracles. Donc, chez nous, donc là, on sait que c'est pas la première fois. On sait que c'est lié à la famille et que ça peut, point d'interrogation, être un encodage, quelque chose qu'elle a pris pour elle comme comportement qui se reproductible. Puis après, j'ai posé d'autres questions parce que je cherchais à savoir, encore une fois, quel est l'intérêt pour elle de cumuler, de mettre les choses de côté comme ça. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que quand j'en ai longtemps d'avance, parce que pour elle, longtemps, c'était, encore une fois, pas mal de tubes de dentifrice, là, qu'elle n'utiliserait peut-être pas. Elle m'a dit, en cas de catastrophe, c'est comme ça qu'elle l'a dit, en cas de catastrophe, j'aurais juste à descendre chez moi, puis j'aurais ce que j'ai besoin. Qui parle dans cas de catastrophe quand on n'a jamais vécu la guerre? Parce qu'elle n'avait jamais vécu la guerre. J'ai dit, qui a vécu des catastrophes dans ta famille? Et là, elle a parlé d'histoire de guerre. Que dans ses ancêtres, ils avaient vécu la guerre. Donc, on peut très bien comprendre que quand on vit la guerre, on apprend ensuite à garder des choses au cas où. Oui. Puis est-ce que ça peut être aussi comme un héritage qui était positive? Ah oui, exactement. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Les descendants sont heureux de transmettre ça. Là. Ils ont travaillé toute leur vie pour arriver à faire des miracles en fin du compte. Fait qu'on dit au prochain, on va te léguer ça, tu sais. C'est un héritage familial, transgénérationnel. Ça va te sauver la vie. c'est exact. Ce que tu viens de dire, c'est exactement pour ça que c'est transmis. Donc, je vous donne la recette de transmission. Après c'est vous qui déciderez. Mais on va transmettre quelque chose d'important quand il y a une question de vie ou de mort. Donc, si mes enfants n'ont rien à manger, je vais leur transmettre comment faire beaucoup avec pas grand-chose. Puis à rien jeter. Faire des miracles. S'il y a un risque de vie ou de mort, je vais peut-être leur apprendre à économiser de l'argent, à mettre, c'est le côté mettre de côté pour plus tard. Et c'est sain. C'est bien de faire ça. Il y a des gens qui ne mettent pas d'argent de côté puis sont mal pris après. Ils ont d'autres types de problématiques par la suite. Donc, c'est sain. C'est ce que tu disais. Quand nous, on vit une situation et qu'on trouve des solutions et qu'on met en place des comportements adéquats par rapport à notre situation, c'est certain qu'on a envie que notre famille apprenne comment faire. Parce qu'on se dit, ça peut leur sauver la vie plus tard. Surtout quand on a expérimenté ça. Raison de plus si on l'a expérimenté. C'est comme la conclusion d'une partie de notre vie. Donc, on veut léguer cet héritage-là au suivant. Sauf que là où on se fait prendre au jeu, c'est que on a oublié peut-être en s'incarnant ici que là, il n'y en a pas réellement de guerre, puis là, il n'y en a pas réellement d'urgence. Donc, c'est bien d'avoir cette qualité-là, cette capacité-là, mais comment l'employer sans qu'elle nous envahisse. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est tellement ça. C'est bien d'avoir des transmissions. C'est comme par exemple, je sais pas moi, votre arrière-grand-mère vous a légué une bague. Mais ça ne veut pas dire que vous allez la porter nécessairement, mais des fois on les garde parce qu'elles ont de la valeur, financière je veux dire, et ou de la valeur dite émotionnelle, ça va de soi. Mais des fois on va les porter parce qu'on les trouve jolies. Donc la question à se poser, c'est ce qui a été transmis, c'est quoi l'utilité? Exactement. À quoi ça vous sert? On peut prendre le message. Oui. Puis l'appliquer à notre saveur, à notre couleur, à notre réalité 2026 aujourd'hui, selon notre vie actuelle, en fait. Oui. De se rendre compte que
c'est quand même phénoménal, parce que là, on parle juste de ça comme exemple, mais il y en a tellement. Il y en a plein d'exemples, il y en a plein. Oui. C'est hallucinant à quel point c'est important de s'arrêter pour vraiment voir si ce que je crois être moi, c'est vraiment ou à moi. quelqu'un d'autre, exactement. Et elle s'en est rendue compte, elle pensait vraiment que c'était elle, là, ça c'est sûr et certain. Puis à un moment donné, je lui ai demandé ceci. Et je lui ai dit, OK, tu m'as dit que tu as tes ancêtres qui ont vécu la guerre. Donc, parfait. J'ai dit, si ton ancêtre était avec nous aujourd'hui et que tu lui parlerais de ton couponing, qui est positif, hein, c'est très bien de sauver de l'argent, hein, et puis d'avoir des nourritures et tout en échange. Si tu lui parlerais de ça, et puis qu'il viendrait voir ta maison, tu penses qu'il te dirait quoi? Et là, elle m'a surprise. Je dis la réponse qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il me dirait... Wow! Non. T'es millionnaire? Que tu gaspilles. Oh, wow! J'aurais C'est encore mieux! Oui, tu gaspilles. T'as rien compris? T'as rien compris. Oh my God. C'était pour aider les autres qu'on peut faire peu avec... c'est quelque chose. Beaucoup avec peu. C'est pas pour le jeter après parce qu'on l'a pas utilisé. Même si ça coûte rien. Wow! Ouf! Mais c'est elle qui l'a dit. C'est pas moi qui lui ai dit. Mais la question l'a emmenée à cette réflexion-là. Ouais. Et c'est là qu'elle a réalisé que son comportement qu'elle avait était en partie utile, parce qu'il faut garder le côté utile. Exact. On ne peut pas renier tout ça s'il y a sauver de l'argent, puis avoir de la nourriture, puis aider d'autres personnes, c'est merveilleux. Mais là, ça devenait envahissant. C'est pour ça que j'ai pris le mot envahissement, puis tu faisais ça, là. Ouais. Mais son mari a dit aussi que ça envahissait la maison, là. Ouais. Mais où est l'équilibre? C'est exactement ça. Là, c'est exagéré. C'est exagéré. Donc, quand les comportements sont exagérés, ça ne vient pas toujours des ancêtres, là. On n'est pas en train de dire ça du tout. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est vous qui avez un comportement inadéquat ou est-ce qu'on vous l'a transmis consciemment ou inconsciemment et que ça vient de personnes avant vous qui pensaient peut-être bien faire, mais que ce n'est pas adapté à votre réalité. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je vais le redire, ma cliente, là, elle ne vit pas dans un pays en guerre déjà, donc tant mieux pour elle, parce qu'il y en a plein qui sont en guerre sur la Terre. Mais en plus, elle a des épiceries à côté de chez elle. Ben oui, ça ne fait pas de sens. Pourquoi cumuler autant alors qu'elle peut aller faire les courses plus régulièrement? Donc, ça l'a emmenée à cette réflexion de dire, OK, c'est bien que je puisse faire beaucoup avec peu, et c'est une belle qualité. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de travailler autant. Donc, pour elle, c'était comme... elle a contourné ce comportement, mais en se réalignant sur des valeurs de vie. Parce que pourquoi travailler tant pour, en fait... Point. En fait, c'est ça que ça me disait à l'intérieur de tomber sur le mot qui me fait vibrer, parce que en fait, je trouve qu'un des indicateurs, c'est les valeurs. Oui. C'est un peu ça qui peut te permettre de savoir si ça t'appartient ou si ça t'appartient pas. Oui. Tu viens de le dire, tu sais, elle l'a réaligné en lien avec ses valeurs. Exactement. Mais c'est ça, tu sais, comme souvent, il y a c'est là aussi, je pense, qu'on se rend compte que c'est pas nous, parce que justement, on est en conflit interne. Donc, on n'est pas aligné avec nos valeurs. Oui. Mais on s'en rend pas toujours compte non plus, malgré ce triple burn-out. Ben non, je blague. Mais c'est aussi les valeurs de la société. Comme dans son cas, elle disait, oui, mais moi, on m'a toujours dit, il faut travailler, il faut mettre de l'argent à côté, mais ça, c'est bien, mais beaucoup... On ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, il y a le côté positif de on ne sait jamais ce qu'il faut arriver, il faut être prudent. Mais il y a le côté négatif de fais-en trop, là, parce que de toute façon, tu ne sais pas de quoi la vie est faite. Mais elle m'a dit, mais moi, j'ai appris avec mes ancêtres, c'est ça qu'elle a réalisé. J'ai appris à économiser. J'ai appris à faire beaucoup avec pas grand-chose. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir autant d'argent de côté que d'autres personnes auraient peut-être besoin, qui, eux, ne savent pas comment faire de la cuisine, par exemple. Oui. Donc, c'est sûr que si on va au restaurant tous les jours, ça coûte pas mal plus cher que qu'on cuisine. Oui. Donc, elle a fait des choix. Ça l'a emmenée à réfléchir et elle a diminué ses heures de travail. Mais elle avait une vie, une qualité de vie qui était très bonne parce qu'elle savait comment faire attention grâce à ce qu'elle avait appris. Mais ça ne devenait plus un comportement qui était plus approprié. Là, ça devenait des compétences
utile pour elle. Oui, puis elle a décidé à ce moment-là de qu'est-ce qu'elle voulait honorer dans cette transmission-là, Exactement. en fait. Cet héritage-là, oui. On a le choix, en fait, de choisir qu'est-ce qui nous convient dans cet héritage. Comment qu'on veut le manifester dans notre vie, concrètement, quand on en prend conscience. Quand on est arrivé à l'étape où on en prend conscience. Ouais. Après ça, on peut justement choisir de l'interprétation, en fait, de cette transmission. Oui. C'est très bien la façon que tu le dis. Moi, je vois le mot déclinaison. C'est comme, on peut décliner une chose en plusieurs, selon nos affinités, selon nos forces à nous, selon ce qui est disponible aussi autour de nous. Oui. Comme les entrées, là, avec la carotte. On peut faire une mousse à la carotte. Oui. Une purée de carottes. La carotte râpée. Tellement de bonnes choses avec les carottes. Une tarte à la carotte. En voulant dire que, on peut pas s'arrêter juste à la transmission. Il faut vraiment trouver, comme tu dis, dans laquelle sphère on peut l'utiliser à bon escient pour aller chercher un plus-value à notre vie, en fin de compte, t'sais. Mais là, tu sais, on parle d'une transmission, parce que c'est l'exemple qu'on a donné, de survie. Oui. Tu sais, je vous transmets quelque chose qui a été vraiment important pour moi. Exact. Et très souvent, dans les familles, ça a été les valeurs aussi. Tu sais, je pense à un de mes clients. Son fils, un jour, est arrivé le voir en disant « Je veux des baskets, des souliers à 3 000 $. Puis là, il lui dit « mon fils, je suis vraiment désolée, là, mais moi, je n'ai pas le 3 000 » Mais en fait, c'est que son fils, son meilleur copain, était très, très riche. Genre très riche, là, c'est-à-dire qu'ils prennent l'avion, les enfants, seuls, avec des gens quasiment, pour aller à un show, un spectacle, pour porter les vêtements qui coûtent aussi cher que ça. Wow. Donc, puis c'est normal que le jeune demande quelque chose, mais mon client, il s'est senti mal. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est qui s'est senti mal là-dedans? J'ai dit, le papa ou le comptable de la famille? Oui, là, tu ouvres une porte sur les rôles. Oui. Là, voyez-vous la porte s'ouvrir de nos rôles. Nos rôles dans notre vie et dans notre famille. Exactement. Donc, je vais juste finir. On sait que c'est le comptable. Oui. Hein? Oui. C'est ce que tu veux expliquer. Oui. Donc, en fait, il a compris que lui, c'est lui qui s'occupait de la comptabilité. Puis il m'a dit, oui, mais 3 000 $, là, c'est une semaine de vacances pour la famille. J'ai dit, dis-le à ton fils qu'en tant que papa, t'aimerais lui offrir ça. Ouais. Mais qu'en tant que comptable, c'est une semaine de moins pour la famille. C'est juste pas possible. Ouais. Donc, oui, les différents rôles que l'on a. Puis, on parle de ces différents rôles-là parce que dans le transgénérationnel, on prend des rôles qui ont été transmis d'une génération à l'autre. Comme par exemple, la sage petite fille tranquille. Vous avez déjà entendu ça, c'est certain. Moi, j'ai combien de mes clients qui me disent ça? Moi, dans ma famille, c'était moi la plus tranquille. Et on m'aimait pour ça. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Mais des fois, c'est transmis que y aura un enfant qui va être plus sage, ça va nous alléger du reste qui est difficile, par exemple. Donc, la question à se poser, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on vit qui n'est pas vraiment de nous, mais qu'on vit parce que ça a été transmis et que la transmission, on l'a prise, la plupart du temps parce qu'elle est aidante. Mais des fois, même très souvent, il y a des transmissions qui ne sont pas ce genre de compétences-là, qui sont des transmissions que quelque chose n'est pas fini, n'est pas réglé. Par exemple, vous allez visiter vos grands-parents aujourd'hui, si vous avez des grands-parents, et vous voyez que votre grand-maman a de la difficulté à couper les pommes, parce qu'elle est rendue plus vieille, elle a un petit peu d'arthrite. Par compassion pour elle, ou pour vous avez envie de manger une tarte aux pommes, vous allez peut-être l'aider ce soir, en plus avec sa recette, qui est très bonne. Pas demain. Pas demain, non, ce soir. C'est ça. Ça peut être long. Donc, vous allez peut-être l'aider. Donc, des fois, on prend sur nous une tâche, un rôle ou une tâche, comme dans ce cas-ci, le rôle, c'était de s'occuper de couper des légumes et couper pour la nourriture. Donc, cuisinière, si vous préférez. Mais on prend des rôles et on prend des tâches, des fois par compassion, par amour, parce que l'autre n'est pas capable ou n'est plus capable de le faire. Et dans le transgénérationnel, c'est pareil. On revient sur Terre en disant, moi, je vais les couper les pommes pour ma génération qui n'a pas été capable de le faire. Parce que comme on a dit, quand on est de l'autre côté, avant de venir au monde,
physique. On est dans l'amour et dans la compassion d'une façon qu'on peut très peu comprendre parfois comme être humain. C'est vrai. Je pense que le plus proche que beaucoup d'êtres humains ont, c'est quand ils ont des enfants. Au début, en tout cas. Qu'on pourrait sacrifier notre vie, comme, entre guillemets, pour eux. S'il y a quelqu'un qui faudrait qu'ils tombent malade, on serait prêt à mourir à leur place. Oui, je pense que c'est le côté qui est peut-être le plus proche. Mais c'est vrai qu'on est de l'autre côté, notre cœur est tellement ouvert. Puis ça m'a fait penser aussi que, d'une part, il y a ça, que nous, on peut avoir choisi de prendre sur nous par compassion, par amour, de l'autre côté. Mais il y a aussi une influence qui peut être transmise par les parents aussi. Exactement. Lors de notre conception. Oui, on appelle ça le projet Sens ou le projet de vie, exactement. Donc, ça fait beaucoup. Hein? On arrive sur Terre et puis nos valises sont déjà pas mal pleines. Elles sont pleines des choses que nous, on apporte pour notre vie à nous, de ce qu'on a envie de faire. Mais il y a une valise que c'est tout ce qu'on veut régler ou travailler ou qu'on porte, que les gens nous ont donné. Ah, tu t'en vas au Canada. Tiens, prends des mitaines. Je t'ai fait un chapeau. Je t'ai tricoté une tuque. Emmène-la dans ta valise. Puis il y en a qu'il faut que tu ramènes aussi. Oui. Oublie pas de ramener du sirop d'érable, mais donc, dans nos valises, quand on arrive sur Terre, on a ramené pas mal de choses que d'autres nous ont données. Donc, dans le transgénérationnel. Et en plus, parce que ça, c'est jusqu'à 7 générations, et en plus, parce que ça fait déjà pas mal, on a une 3e valise, qui est la fameuse valise de qu'est-ce que les gens très, 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 très proches de nous, dans cette vie-ci, ont comme attente. Et là, on parle de papa-maman, biologique ou adoptif, mais on parle aussi des grands-parents. Parce que des fois, les grands-parents vont dire « Oh, je voudrais avoir un petit-fils parce que ça va me donner une raison de vivre. » Des fois, les parents disent ça aussi. Ah oui, totalement. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le projet Sens, qui n'arrive pas uniquement au moment de la conception, comme beaucoup de personnes pensent, mais qui, normalement, peut arriver, on dit 9 mois avant la conception. Et là, ça emmène des fois beaucoup de questions, parce que 9 mois avant, on ne se connaissait pas, ma femme et moi. Mon bébé est venu vite, là. Un soir! C'est arrivé rapidement, on venait de se marier. Mais oui, mais c'est parce que ça s'était décidé avant. Oui. Ça s'était décidé avant. Oui, puis c'est ça aussi qui est important de repérer aussi quand on veut commencer à prendre conscience de ce qui nous appartient et ne nous appartient pas. Oui. On l'explore, nous, à l'école, mais de réaliser qu'on peut se l'imaginer aussi, hein? On n'a pas besoin... je suis sûre que vous avez plein d'idées de ce que votre mère peut avoir pensé ou donné comme sens de vous mettre au monde. Hein? Oui. Des fois, justement, comme tu as dit, Isabelle, c'est ouf, le premier, il était quelque chose. Le deuxième enfant, il est mieux d'être sage comme une image. Exactement. Exactement. Ou j'ai jamais eu de famille, je connais pas ça, l'amour inconditionnel. Je veux un enfant pour avoir un être humain à qui connaître cet amour-là, cette fusion-là. Tu l'as dit, c'est très puissant, les enfants. Donc, il y en a quelques-uns qui ont mis cette recette-là dans le projet Sens. Ben oui, mon mari n'est jamais à la maison, je me sens seule, je vais avoir un enfant, comme ça je ne serai pas seule. Ou bien... j'aimerais avoir un enfant parce qu'il va aider son frère ou sa sœur qui est malade. J'ai déjà entendu ça. Ou il va faire la carrière de chanteuse que j'ai pas eue. Exactement. Ou Anna Monzan, alors. Ouais, il va être un sportif, comme moi j'ai toujours voulu, mais j'ai eu un accident alors que j'aurais pu réussir. Mais lui, il va être bon, il va aller jusqu'au bout, il va continuer. Ou ça va unir le couple. Je veux pas perdre mon mari, on va faire un enfant. Grâce à cet enfant-là, notre couple, il va durer. Ouais. Alors, imaginez-vous à quel point c'est des gros projets. C'est des gros projets projetés sur les âmes des bébés à naître. Ouais. Hein? Puis chez nous, au Québec, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Il y avait toujours un frère ou une sœur dans les familles. Donc, il y avait toujours un qui était porteur de prier pour la famille, pour que la famille aille au ciel, pour que la famille soit bien vue. Donc, dans toutes les familles québécoises à l'époque, il y avait un prieur. Il y en avait un. Ah oui, ils voulaient tous être un prêtre, hein? Un prêtre ou une religieuse. Un prêtre ou une religieuse, hein? Oh là là! Donc, porter la foi pour la famille, élever la famille
Ou les gars, hein, c'est classique, là, reprendre l'entreprise familiale. Exactement, la ferme, l'entreprise familiale, on veut des bras. Perpétuer la famille avec le nom de famille. Hein, combien sont déçus quand il n'y a pas de gars pour prolonger. Ça arrête. Oui, c'est exactement ça. Alors, on n'est même pas venu encore au monde qu'on a cette pression, je pourrais dire ça comme ça, d'être cette personne. Puis vous qui nous écoutez, là, parce que pour le savoir, parce que la question c'était aussi comment on fait pour le savoir, si je vous demande, par exemple, qu'est-ce que vous faites le plus dans votre vie pour votre famille? OK. Là, peut-être que vous allez commencer à comprendre le projet Sens. Qu'est-ce que vous avez pris? Comme par exemple, si votre papa voulait voyager, mais qu'il n'a pas pu parce que vous êtes venu au monde ou d'autres enfants, et puis qu'il a fait le choix de ne pas le faire, ben peut-être que vous, dans votre vie, vous voyagez beaucoup. Mais vous voyagez beaucoup, mais des fois, vous aimez ça, mais des fois, vous aimez peut-être pas ça. Je pense à une de mes clientes. Moi, je voyage beaucoup, puis j'adore voyager. Mais je le fais aussi dans mon projet Sens, parce que mes parents sont venus au Canada quand j'étais enfant. Donc, ils ont déjà fait le premier parcours. Mais je me souviens d'un de mes clients, il me disait, j'étais allongée sur une plage magnifique, en Espagne. Beaucoup de gens vont en Espagne. Puis je me suis rendu compte que ça me plaisait plus ou moins, en fait, d'être là. Wow! Et que j'y allais parce que ma femme aimait ça. Mais j'aurais pu être chez nous, puis j'aurais été même beaucoup plus heureux. Ça me fait penser aux gens qui sont médecins puis qui, finalement, ils n'aiment pas ça du tout. Oui. Ou ça me fait penser... C'est triste, mais c'est vraiment vrai. Même nous, là, personnellement, il y a des moments dans ma vie où je me suis dit, pourquoi je fais ça? J'ai pas envie, ça me tente pas du tout. Ou je l'ai essayé, puis c'est pas mon truc vraiment. Ou bien des fois, les gens vont dire, puis je sais que c'est le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent, ma mère était infirmière, donc je suis devenue infirmière. Donc des fois, il y a cette transmission de métier parce qu'on voit notre parent le faire, parce que ça a l'air d'être très beau ou très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est pour nous nécessairement. Donc il peut y avoir la transmission de métier, la transmission d'émotions, mais aussi la transmission de carences ou de faiblesses. C'est comme par exemple, si votre papa n'est pas un bon communicateur, dans l'exemple que j'avais donné précédemment, ben ça se peut que vous veniez aussi, parce que par fidélité familiale, faire pareil. Même si dans les faits, vous êtes mieux capable de parler que votre père. Moi, combien de fois j'ai entendu à l'école, parce que je donnais beaucoup de formations aussi pour les enseignants et pour les jeunes, combien de fois j'ai entendu ça, une enseignante qui disait « Ouais, lui, il est vraiment pas bon en mathématiques, puis son frère était pareil l'année précédente. » Ouais. Donc, c'est comme familial. Puis après, quand on explore un peu, c'est comme « Ben oui, mais leur père est pas bon non plus en mathématiques. » Et si je serais bon en mathématiques, c'est comme renier mon père. J'y vais dans l'extrême. Mais vous comprenez l'idée. Ah oui, puis ça, ben c'est triste, mais c'est là qu'on s'en allait aussi. Là. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on découvre souvent quand on commence à faire de la conscience, développer notre conscience de soi. Cette, pour pas le nommer, cette de loyauté familiale qui nous ralentit, qui nous emporte vers un côté sombre de nous alors que c'est pas vraiment nous, tu sais. Combien de fois on voit ça, tu sais. Des gens qui... J'ai plein d'exemples en tête, mais des gens qui se plaignent tout le temps, tu sais, que pour eux, c'est comme ça qui attire la compassion, la reconnaissance, alors qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on le fait, mais sa mère était comme ça, sa grand-mère était comme ça. Ils n'ont pas appris autrement, puis ils reproduisent des stratégies qu'ils ont connues. Oui, c'est ça. C'est difficile, mais un coup qu'ils s'en rendent compte, c'est tellement beau, tu sais, mais je pense qu'on peut tous reconnaître un petit quelque chose qu'on perpétue par loyauté familiale. Rassure-nous, Isabelle, là, on n'est pas tout seul. Après, c'est pas un souci de la loyauté, tu sais, ou la fidélité, c'est pas un souci. Ce qui fait que c'est un souci, si c'est une programmation inconsciente que vous reproduisez alors que vous n'avez pas envie de le faire, ou que ça vous nuit dans votre évolution. C'est là que c'est bon d'aller vérifier. Et nous, on le fait en hypnose transtemporelle. On va en haut, qu'on a pris des contrats et les entendre, dire, OK, quand j'ai choisi mes parents, ou quand j'ai choisi mes grands-parents, ou quand j'ai choisi les lignées familiales, parce que c'est de ça qu'on parle,
les lignées, cette génération, encore plus proche les grands-parents et plus proche nos parents. Donc, on a pas mal de gens qu'on veut satisfaire quand on arrive. Et c'est comme une entente, c'est dire, OK, tu veux venir sur Terre? Ben, ça va être ça, les conditions. Vous voulez acheter une maison? Voici les conditions. C'est de la négociation. Ça vous plaît pas? Et ou si ça marche pas, ben, vous choisissez une autre propriété et donc vous choisissez un autre ventre. C'est ça que je voulais dire. une autre famille pour venir. Donc, de l'autre côté... Le prochain coup, ça sera celle-là. Le prochain coup, ça va... Ouais. Mais peut-être pas les mêmes conditions. On va commencer avec ça. Oui. On va choisir cette vente-là pour commencer. Oui. Bon, je sais que c'est exagéré la façon que je le dis, mais je sais que vous comprenez très bien ce que je veux dire aussi. Donc, on va faire des choix dans les différents projets, mais des fois, on va accepter quelque chose, c'est la condition, mais après, on dit, pourquoi j'ai accepté? J'avais pas envie, j'étais faible, j'ai eu peur, j'étais inquiet, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, on a du travail à faire sur nous. Et des fois, il faut qu'on vive avec. Ouais. Et on n'a comme pas le choix. Et on va subir tant qu'on n'a pas la conscience de qu'est-ce qui fait qu'on a accepté, du pourquoi, du comment, et de l'impact de cette acceptation-là. Et c'est mieux de vraiment l'accepter que de le subir, ça c'est certain. Mais on peut aussi, des fois, le renégocier. Parce que ce qui me fascine, c'est quand on vient au monde dans un environnement qui est comme une micro cellule. Oui. On va dire ça comme ça. T'es élevé là-dedans avec leurs valeurs à eux. Avec, tu sais, c'est très spécial. Là. Puis après ça, on pense qu'on est tous pareils, puis qu'on devrait tous penser que la vie, ça va de soi, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a reçu dans cette cellule familiale-là? Mais c'est sûr qu'il y a eu tellement de choses qui nous ont été transmises, inculquées, du positif autant que du négatif, tu sais. Oui. Mais vient un moment dans la vie où je pense que c'est vraiment nécessaire de s'arrêter puis de se remettre en question puis de revoir nos valeurs. Oui. On fait pas ça à l'école, là, mais je pense qu'on devrait faire ça en secondaire 5. Ça aiderait. Ou en secondaire 4 avant de choisir dans quel domaine on s'en va. Oui. Pour le secondaire 5, faire nos demandes d'admission pour vraiment s'arrêter puis faire comme... Moi, les valeurs là, de ma famille, c'est lesquelles? Puis moi, c'est quoi, tu sais? Oui. Puis des fois, ça va être dans le même sens. Parce que vous allez dire qu'il y a des valeurs fondamentales, importantes pour vous, à respecter. Mais des fois, vous allez vous rendre compte que votre famille est très différente de qui vous êtes. Parce que des fois, on choisit pour avancer des familles qui ont une façon de penser qui sont à l'opposé de nos propres valeurs. Soit pour mieux accepter la différence, donc par exemple pour devenir plus tolérant, ou soit pour mieux affirmer le fait que c'est plus ça du tout qu'on veut dans notre vie et qu'il n'y ait pas question que je sois avec un voleur ou un meurtrier ou un violeur, par exemple. Là, je fais des gros exemples, mais vous comprenez l'idée. Oui. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, ben, on dirait qu'on croit qu'on est ces personnes, tu sais, qu'on croit qu'on est ça, en fin du compte. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est comme le train, ça n'arrête pas, là, ça l'avance, puis là, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des crises de quarantaine et il y en a qui en ont avant, hein, Dieu merci, mais tu sais, il y a des ados qui se rebellent beaucoup, puis tu sais, c'est écrit dans nos gènes, là, en fait, là, qu'on est supposé de remettre en question nos parents, tu sais, pas se dissocier, mais prendre une distance pour avoir notre propre identité. Oui, avoir notre propre identité, mais tu sais, je suis pas sûre qu'on fait ça. Alors, des fois, on fait ça, être rebelle et tout, mais c'est parce que notre ancêtre était comme ça. Et c'est une réaction, tout simplement, comme eux faisaient. Alors que nous, on aurait peut-être eu envie de faire autre chose ou autrement, mais on a reproduit des vieux schémas. Donc, en fait, c'est qu'on ne peut pas toujours savoir si ça vient de nous ou de quelqu'un d'autre, dans ce sens-là, mais vous le savez si vous n'êtes pas heureux et satisfait de ce qui est en train de se passer. Si ça vous révolte, si ça vous travaille, si vous dites ça n'a pas d'allure, ça ne se peut pas que ce soit comme ça, il y a autre chose qui existe. Ben là, c'est parce que vous avez fort probablement des encodages ou des programmations transgénérationnelles ou familiales, parents, grands-parents, qui ne vont pas dans le sens de qui vous êtes ou de ce qui est le meilleur pour vous.
Oui, puis c'est ça que je trouve triste parce que souvent les gens pensent que c'est eux le problème. Oui, oui, ben. Et c'est pour ça qu'on vous le partage, parce que c'est vraiment une réalité, c'est ce qu'on entend, les gens, parce qu'on rit tout le temps aussi, là, tu sais, il y a un genre de slogan, là, tu sais, moi je vais consulter un psy pour ceux qui refusent d'y aller, là, mais tu sais, ah oui, ok. c'est un peu ça, tu sais, dans le sens que les gens qui s'arrêtent pour se poser les questions, parce que je pense que vous commencez à comprendre comment que Isabelle et moi et son école fonctionnent, c'est grâce à notre curiosité puis à se poser les bonnes questions qu'on peut avancer dans la vie. Donc, c'est important de se poser des questions, puis quand on commence à remettre en question les choses, à tout transformer, en fait, notre monde intérieur avec des questions de profondeur, là. Au lieu de penser qu'on est fou, tu sais, on devrait peut-être faire comme « Oh, wow! C'est pas moi, tu sais. Peut-être que c'est pas moi le problème. Peut-être que c'est vraiment l'environnement. Peut-être que c'est la société. Peut-être que c'est les rôles qu'on m'a mis comme étiquette. » Oui, le rôle de sauveur, par exemple. Exemple, hein? Celle-là, on le connaît pas du tout. C'est rare, celle-là. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. C'est rare, le syndrome de ça. Non, c'est rare, oui. Non, mais en plus, ce qui arrive, c'est que les autres membres de la famille vont le renforcer. Oui. Donc, quand vous arrivez sur Terre en prenant un rôle... Exemple, le sauveur. On va en parler. Oui, parlons-en. Parce que pour vrai, c'est un syndrome, je m'en allais dire. C'est vraiment un rôle que les familles... bon, j'aurais le goût de dire, les familles peut-être un petit peu dysfonctionnelles ont fait porter à des enfants. Absolument. Absolument. Là, c'est dur là, de savoir ça là, pour les enfants qui... De se rendre à l'évidence que les enfants ont été élevés dans une famille dysfonctionnelle. Oui. Juste ça, par loyauté. C'est vrai! Oui. Il y a comme un mur, tu sais, c'est difficile pour... Tu sais, ils vont se... Ben ouais, mais c'était pas si pire, tu sais, je me faisais pas battre, tu sais, ils dédramatisent, tu sais. Ben pour que ce soit vivable, pour que ce soit acceptable. Oui. Sinon, c'est difficile à accepter qu'on s'est fait avoir, qu'on s'est fait mentir, qu'on s'est fait manipuler. C'est dur de le tolérer. Oui. Oui. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est tellement commun. Lui et plein d'autres, hein, l'enfant tranquille, l'enfant qui sauve le couple, etc. Mais à quel point c'est difficile de sortir de cette cellule-là pour prendre conscience qu'on nous a mis un rôle ou une étiquette pour le bien-être de cette cellule. Oui. En fait, moi, ce que j'ai compris il y a longtemps, puis en plus, je ne suis pas la seule à le dire, là, vous trouverez ça dans plein d'écrits, c'est que quand dans une famille, il y a un rôle qui n'est pas pris par quelqu'un, comme par exemple, la mère ne prend pas son rôle, il y a un des enfants qui va devenir la mère du système. Donc, c'est automatique pour le bien-être et l'équilibre du système. Donc, la question à vous poser par rapport au rôle que vous prenez, on parlait du sauveur tout à l'heure, mais il y a tellement de rôles, comme tu as dit. Là, comme la mère, la soignante, la oui. confidente, nommez-les, hein. Tous les rôles, c'est tout ce qu'on peut être, hein. Oui, c'est ça. L'enseignante, l'amie, oui. La mère, la sœur, hein. Oui. La fille, c'est un rôle. Quand on est un enfant, on est supposé d'être assis dans le rôle de la fille. Oui. Ou du fils, mais oui. Mais pas la mère, et vice-versa. Non, mais donc, moi, j'en connais beaucoup d'enfants. Ça revient beaucoup. Oui. Avec la grosse sortie, que là, tout le monde connaît le mot parentification, tu sais. Oui. Avant, on n'en parlait pas tant que ça, mais là, ça fait des gros buzz sur les réseaux et tout, parce que là, ils viennent de comprendre que peut-être que les jeunes adultes qui se sentent mal, c'est parce qu'ils ont grandi, ils ont été obligés de prendre le rôle des parents. C'est ça, être parentifié. Oui, et c'est ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un ne prend pas son rôle dans un système, quelqu'un d'autre va le prendre. Donc, si votre parent n'est pas parent, ben, la question à se poser, c'est qui va l'être. S'il y a personne, parce qu'on parle aussi de la personne responsable, qui est un autre rôle, prendre trop de responsabilités par rapport au reste. Mais si quelqu'un dans le système ne prend jamais ses responsabilités, ben, quelqu'un va le prendre parce qu'il y a toujours des conséquences. Ouais. C'est pour éviter les conséquences pires pour le système. Ouais. Donc, pour la survie. Et pour la survie. Du système. Oui, on est toujours dans la survie du système. Ouais, c'est exactement Mais une chance, un jour, on peut sortir du système. Puis là, c'est là que ça devient déroutant, hein, pour les gens. Parce que là, ils savent que s'ils s'éloignent trop, ben là, il y a un danger
de rupture. C'est en péril, là, cette histoire-là. Là. Oui, c'est sûr que le système va évoluer et bouger. On est exclu, des fois, du clan, exclu du système. Des fois, c'est nous qui décidons de quitter, de ne plus voir certaines personnes, parce que c'est trop toxique pour nous. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on fait ces choix-là, qu'on a compris les rôles qu'on avait, dans le pourquoi et d'où ça vient. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit dans ce fameux transgénérationnel, c'est que si les ancêtres n'ont pas été capables de résoudre une situation, donc par exemple, il y a un parent qui ne prend pas ses responsabilités. OK. Donc c'est, admettons, le grand-parent qui va élever des enfants. Le parent, il court à droite et à gauche, ou il a des problèmes d'addiction, ou... donc, ça aussi, c'est un rôle. Le grand-parent devient parent. Et donc, oui, c'est ça. Oui. Tout le monde n'est pas assis dans son banc, là. Non. Tout le monde a changé de siège. Oui. Ça, c'est commun, là. Ah oui, c'est fréquent. C'est pour ça que les constellations familiales, ça fonctionne bien. Puis tout le monde veut en faire. Oui. Mais on peut déjà commencer à, juste en se posant des bonnes questions, à faire notre constellation familiale de façon assez phénoménalement rapide. Hein? C'est exactement ça. Savoir où est-ce qu'on est assis, qui est assis où, qui fait... Oui. Oui, parce que c'est fascinant les rôles qu'on prend, parce que des fois, on n'élève pas nos enfants dans des rôles particuliers, mais ils les prennent. Je pense à une de... Ah, tellement. Non, mais vas-y, continue. Okay. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis là, fait que ça, je suis comme wow. Mais s'ils les prennent, c'est parce qu'ils les ont pris quelque part aussi. Ouais. Donc moi, j'ai une de mes clientes, elle me disait qu'elle devait souvent reprendre sa fille, parce que sa fille n'arrêtait pas de dire à son fils quoi faire. Donc, elle jouait à la maman. Ouais. Elle remplaçait sa mère. Et elle lui disait à chaque fois, et avec raison, écoute, c'est à moi de lui dire, parce que c'est moi qui est la mère. Toi, tu es sa sœur. Donc, une sœur, ça doit aller jouer, ça doit... Ouais. Mais elle le faisait spontanément, sa fille. Donc, c'était pas un remplacement de rôle, cette fois-là. C'était qu'elle avait été encodée, programmée, si vous voulez, avec ce rôle-là, mais qui n'était pas du tout adapté dans ce milieu familial. Ou peut-être des fois ça peut être aussi un jeu de rôle, tu vois, c'est ce qui me vient. Ça a peut-être été un rôle qu'elle a développé plus jeune, mais qu'en grandissant, là finalement, je dis ça en toute connaissance de cause, mais qu'en grandissant finalement, là la mère reprend son rôle, puis là finalement elle demande à l'enfant de plus faire ça, mais quand c'était plus jeune, ça l'arrangeait ou... Absolument. Je veux dire, on est des êtres humains, là. Je te parle pas de ma vie personnelle, mais j'en ai vu des situations comme ça, puis souvent, tu sais, on se posait les questions, mais tu sais, quand elle était petite, elle faisait quoi, tu sais? Les petites sœurs là, de 4-5 ans ou les petites sœurs plus grandes qui prennent soin du bébé, là. Là, c'est le fun, c'est cute, hein, quand ils sont petits, là. Elle berce sa sœur, elle se relève la nuit pour aller donner sa suce. C'est cute, tu sais. Mais après ça, les grandissent, puis là, non, tu veux plus qu'elle soit la mère, tu sais. Fait que des fois... Je trouve qu'il y a ça aussi qui s'est joué, tu sais, quand ça fait notre affaire. On l'accepte, on dit c'est là, mignon. Après ça, tu sais. Non, j'ai plus vraiment envie. Mais tu disais, c'est ça, fait que ça, c'est une possibilité, mais il y a aussi la possibilité, comme tu dis, que ça vienne vraiment de ailleurs. Puis il y a la possibilité aussi, pardon, pas c'est une question d'âge, comme tu disais. Je pense à des clients en vieillissant. Ils vont des fois donner la responsabilité à leurs enfants de devenir leurs parents. Ça aussi, c'est pas classique, ça? Ou bien des fois vis-à-vis de leur frère et leur soeur. Tu diras à ta soeur qu'elle vienne me voir. Tu diras à ton frère qu'il arrête de faire telle et telle chose. Ah, petit verre d'eau. Bonne idée. Merci, prends soin de moi. Petit verre d'eau. Oui, ça aussi, parce qu'on pense que c'est normal aussi, non? Ben, c'est sûr qu'en tant que parent, on veut le meilleur pour nous. Sincèrement parlant, c'est bien vu de s'occuper de ses parents vieillissants. Ah, ben ça, c'est sûr aussi. Oui, après, c'est une question de responsabilité mutuelle et d'accord et d'entente mutuelle. Donc, s'occuper jusqu'à quoi, de quelle manière, dans le respect, et on va jusqu'où sans se sentir coupable. Toujours l'équilibre, hein? Oui. Toujours l'équilibre. Oui. Je pensais à une de mes clientes cette semaine. Son papa, il a 95 ans et il vit encore tout seul dans sa maison. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment incroyable et extraordinaire. Mais en fait, c'est elle et sa sœur qui se relaient pour l'aider. Puis elle dit qu'il est dans le déni complet parce qu'il dit que tout va bien. Ben, comme beaucoup de personnes âgées, de toute façon. Même. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Non. Donc, tout va bien, la vie est belle. Mais en fait, ce qu'il oublie, c'est que si ces deux filles ne se relayaient pas tous les jours pour venir le voir, ils ne seraient pas capables de rester là. Donc, des fois, en prenant le rôle par lequel on se sent culpabilisé,
de ne pas aller les voir, par exemple. Oui. Puis je ne dis pas de ne pas le faire. Hein. Moi aussi, j'ai des parents, je m'occupe des parents. Oui. Mais dans l'équilibre, on cherche l'équilibre, en tout cas. C'est l'équilibre, c'est ça. Puis elle me disait, oh mon Dieu, mon père, il est rendu à 95 ans. Dans la famille, tous les hommes vivent très vieux. On n'a pas fini. Elle me disait, oh my God, on essaie de lui trouver des endroits pour qu'il puisse... En fait, ce qu'elle disait, c'est que c'était très demandant pour elle. Oui. Et c'est vrai. Là, on sentait que c'était peut-être pas l'équilibre. Non, c'est ce qu'on veut dire par l'équilibre. C'est ce qu'on veut dire par l'équilibre. Oui, parce que s'occuper de nos parents, c'est une bonne chose. Par amour aussi pour eux, pour leur redonner des choses qu'ils nous ont proposées ou à faire, par exemple. Mais là, il y avait autre chose en arrière qui était, je ne me respecte pas dans mon choix de vie à moi. Mais encore là, il faut en être conscient aussi. Oui, exactement. Il ne faut pas attendre de tomber à son tour malade. Oui, parce qu'on le voit, là. Ben oui, mais c'est pas une joke, là. Non, c'est même vrai. La grand-mère qui vient relever sa fille qui vient d'accoucher. Moi, j'ai vu plusieurs fois des grand-mères tomber malades à ce moment-là. Oui. Parce qu'ils allaient relever les filles. Mais à quel point t'es investi et... C'est exactement ça. Donc, il faut savoir et connaître nos limites. On revient à ça, on a déjà parlé. Oui. Nos limites. Mais aussi notre énergie. Notre énergie, si on se fiait juste à notre batterie intérieure, là, à savoir, après être allé là, où est-ce qu'on se sent, là? On sent-tu qu'elle a baissé ou elle a monté? Juste ça serait la base de la vie. Moi, je me souviens d'une de mes clientes, on parlait des personnes plus âgées et de son papa, parce qu'on est dans les rôles qu'on prend. Et là, son père n'arrêtait pas de lui dire, appelle un tel pour moi. Puis à un moment donné, elle s'est énervée parce que ça la fatiguait. Elle lui a dit, je ne suis pas ta secrétaire. Ouais. Mais j'ai dit, c'est vrai que tu n'es pas sa secrétaire, tu es sa fille. Est-ce que sa fille le ferait ou pas? C'est ça la question. Donc, dans le rôle. Dans le rôle. Oui, ouais. oui. Ouais. Et puis après, je pense à une autre de mes clientes, elle allait faire à manger ses parents parce qu'ils n'avaient plus la capacité. Donc, elle est devenue dans le rôle de cuisinière. J'ai dit, est-ce que c'est le rôle d'une fille d'être cuisinière? Peut-être que oui, peut-être que pas. Est-ce que tu le ferais? Puis si oui, à combien de temps pour que toi, tu te sentes en paix? En paix d'aider tes parents qui ont un besoin, mais en paix de te faire du bien aussi à toi. Ouais. Parce que ça me rappelle cette histoire-là, les différents rôles. Parce que je pense à une de mes clientes qui était en entreprise, j'ai dit qui était parce qu'elle a arrêté ce travail-là. Et elle était toujours surchargée. Il y avait trop de travail. Ouais. Puis à un moment donné, elle s'est dit, jamais ils vont engager quelqu'un pour la surcharge, parce qu'elle n'arrêtait pas de leur dire. Mais c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas engager quelqu'un parce qu'elle faisait. Elle restait pas assise dans son banc. Non. Elle faisait 2 bancs. 2. Et elle a fait un burn-out, elle a arrêté, elle a démissionné, puis elle a appris après qu'ils avaient engagé 3 personnes pour la remplacer. Wow, mais ça, c'est un cas classique aussi. Ben oui. C'est pas la première fois que j'entends ça. Non. Hein? Non, mais c'est un peu ça l'histoire des rôles, en fait. Fait que vous, là, si vous pensez à une situation, là, actuellement, où que ça l'accroche, ou que vous êtes pas sûr, ou qu'à l'intérieur de vous, ça vous dit « Ouais, t'es-tu assis dans mon banc? » Quand ça s'est passé, cette situation-là. Parce que quand on est assis dans notre banc, exemple, le rôle de la fille, le rôle de la mère, c'est là qu'on peut savoir si ce qu'on fait est aligné, si c'est juste. C'est là qu'on peut le plus jouer à la bonne place, en fin de compte. Mais dès qu'on sort de notre siège, là, c'est un gros refusé. C'est vraiment quelque chose à observer si on est assis dans notre siège. On est en train d'essayer de sauver l'autre? On veut-tu faire à sa place? On est en train d'agir comme sa mère alors qu'on n'est pas du tout sa mère? C'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là. Puis, ça, pour conclure, parce qu'on va terminer bientôt, ça me faisait juste penser à un exercice qu'on faisait de demander à la personne de mettre ses différents rôles sur la table. Puis son rôle de maman, son rôle d'amie, son rôle d'amoureuse. Puis il y avait comme un rôle que c'était comme elle. Puis souvent, les gens, ils le mettaient même pas. Ça m'avait tellement fascinée. Parce qu'à chaque fois qu'on le fait, tout le monde l'oublie. Le leur. Le leur, oui, le sien. Le sien, c'est catastrophique! Trouvez-vous que c'est catastrophique? C'est quand même, ça en dit long. Et on a oublié notre prénom.
nous là-dedans? C'est quoi notre rôle, tu sais, en dehors du rôle de la mère, de l'amie, de l'amoureuse, je lui dis amante, mais ça, en tout cas, il y en a. Mais c'est impressionnant de voir que la majorité des gens ont ce réflexe-là de même pas se nommer. Fait qu'à quel point on n'est pas au courant d'où est-ce qu'on est assis dans chacune de nos interventions, en fin de compte, tu sais. Oui. Et ça fait vraiment une différence, hein? Parce qu'on peut être très frustré. Moi, j'ai eu une cliente récemment qui était à la veille d'accoucher son premier enfant. Et un des soucis qu'elle avait, que je comprends très bien, comme beaucoup de parents ont aussi, ou de mamans, c'est la femme travaillante, celle qui aime son métier, elle va faire quoi? Donc, elle sentait qu'elle pourrait plus s'épanouir, qu'elle pourrait plus se retrouver, qu'elle pourrait plus faire les choses qu'elle aime. Et là, je lui ai demandé, est-ce que tu le voulais, cet enfant-là? Elle dit, oui, ça fait des années que j'en veux. Je dis, OK. Donc, la maman en toi avait un désir. Mais là, elle n'a peut-être pas bien négocié avec l'intervenante, la spécialiste, avec la femme professionnelle qui, elle, se sent tassée. Mm-hmm. Donc, c'est quoi la place de l'une? C'est une réalité aussi. C'est une réalité, oui. Que nos rôles, ils se confrontent, si on veut. Oui, puis il y a des choix à faire. C'est pendant tant de temps, ça va être ça, après, ça va être autre chose, ou un peu de ceci, un peu de cela. Négocier, en fait. Exactement. C'est un peu comme ton comptable puis ton papa. Le papa, il a envie de te l'offrir, mais le comptable, il peut pas. Non. C'est la même chose, tu sais, la maman, mais la femme d'affaires. Oui. Puis alors, il faut qu'elle travaille, elle a encore des choses à faire. Oui. Fait que comment orchestrer pour... parce que des fois, c'est dans le temps aussi. Des fois, c'est par chance, hein? Tout change, tout bouge. Oui. aussi, hein? Donc, on n'est pas fixe. Notre rôle évolue, même dans notre siège. T'sais. Absolument. Notre siège de maman évolue, notre siège de fille évolue. On l'adapte en fin de compte, mais c'est grâce à tous ces rôles-là aussi qui jouent les uns avec les autres, comme être dans le rôle de la fille. Je pense que ça se tasse un petit peu quand tu deviens maman. Il y a d'autres choix à faire. Là, tu as est-ce que tu peux prendre aussi bien soin de ta famille quand tu tombes maman ou avec 3 enfants? Oui, mais autrement. C'est ça. On fait plus ce qu'on faisait parfait, mais c'est de la négociation entre chaque rôle parce qu'il y en a qui prennent plus d'ampleur à certains moments dans nos vies, puis on peut pas faire autrement non plus, tu sais. Puis c'est de vous poser la question si ces rôles que vous preniez, comme là, par exemple, ma cliente qui disait, j'ai obligé de tasser cette femme-là professionnelle, je lui dis, t'es pas obligé de la tasser, là, en fait. Elle est pas contente, justement, parce qu'elle est tassée, tu sais. Exact. Donc, qu'est-ce que tu lui proposes à faire? Mais c'est de vérifier aussi, quand vous êtes dans ces situations-là, quelle est la partie qui vous appartient, mais quelle est la partie qui est des reproductions de schémas familiaux ou de projets familiaux. Tellement. Comme on vient de parler, là. Voyez-vous les liens? Oui. Je veux pas faire comme ma mère, être une femme à la maison. Exactement. Puis pas avoir de carrière. Je vois des exemples, là. C'est ça. Exactement puis je suis sûre que vous y l'avez pensé, là. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. Ou l'inverse, tu sais. Moi, j'ai tellement hâte d'être une maman parce que, justement, la femme de carrière, je vais pouvoir la mettre de côté. Puis enfin, je ferai pas comme ma mère, qu'elle, elle faisait juste travailler. Oui, je vais être présente pour mes enfants. C'est ça. Parce que moi, je l'ai pas vécu de cette manière-là. Exact. Fait qu'il y a comme ce qu'on a envie, mais aussi des fois, ce qu'on fait... Par réaction. Par réaction, c'est ça. Oui, qu'on fait par réaction, mais qui souvent est ce que notre ancêtre a fait aussi. Exact. Mais qu'on ne se souvient pas. Donc, de trouver l'équilibre, tu as dit le mot-clé, je pense, de trouver notre équilibre. Et puis de prendre conscience de ces choix inconscients, encore une fois, que vous avez faits, et de leur impact sur votre vie. Parce que c'est dommage de vivre toute sa vie en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis... On n'en rajoutera pas plus. On va arrêter là-dessus. On va continuer au prochain épisode. Oh, merci. Bye bye tout le monde. Salut Caroline. À bientôt.